Eh bien, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, numéro 1. J'ai des thumbs up. Je suis vraiment heureuse d'être avec vous ce soir pour vous parler d'un sujet qui me préoccupe vraiment et qui m'interpelle beaucoup, qui est le déclin du jeu et du temps accordé à l'enfant pour jouer librement. On sait que le jeu libre et actif est essentiel à l'enfant parce qu'il favorise son développement, favorise aussi sa réussite éducative et sa santé. Par contre, les adultes, on a souvent tendance à mettre beaucoup de règles et à être très encadrant, ce qui va empêcher l'enfant de jouer librement. Donc ce soir, on va prendre cette occasion qu'on a pour réfléchir ensemble, pour se questionner, pour trouver des solutions aussi sur ce qu'on peut faire pour favoriser davantage le jeu actif et le jeu libre. On va prendre le temps aussi, je vais prendre le temps aussi de vous donner des exemples concrets pour que vous puissiez partir vraiment avec des idées concrètes de ce que vous pouvez mettre en place, ce que vous pouvez faire à la maison ou dans votre milieu de travail, si vous travaillez avec des enfants. On va voir aussi les effets positifs qui sont observés quand on apporte ces changements-là. Si on s'attend maintenant à réfléchir à qu'est-ce qu'ils font nos enfants, donc que font-ils? La majorité de leurs activités sont régies par beaucoup de règles qu'on a mises en place. Et il y a de moins en moins de temps pour nos enfants pour jouer librement. Donc, on les inscrit, qu'est-ce qu'on fait? On les inscrit dans des activités sportives et on se dit comme ça qu'ils ont le temps de jouer. Mais on se trompe, parce que ce genre d'activité-là, c'est pas des jeux. C'est pas des jeux, parce que le jeu, qu'est-ce que c'est? Le jeu, c'est quelque chose que l'enfant va initier de façon spontanée, qui va faire vraiment avec beaucoup de liberté. Le jeu va apporter à l'enfant aussi beaucoup de plaisir. Et dans le jeu, il n'y a aucun rendement spécifique qui est attendu. Contrairement aux activités organisées, aux sports organisés, où il y a un objectif qui est vraiment précis et où il y a des règles qui sont prédéfinies. Donc, il laisse moins de liberté à l'enfant. On observe depuis quelques décennies une diminution constante et graduelle du temps de jeu qui est accordé à l'enfant. Donc, nos enfants ont de moins en moins de temps pour jouer. Ils ont des agendas qui sont de plus en plus chargés parce qu'ils sont à l'école, parce qu'ils participent à toutes sortes d'activités qu'on a organisées pour eux. Et aussi, on remarque que les enfants sont de moins en moins actifs, sont de plus en plus sédentaires, passent aussi de plus en plus de temps devant les écrans de toutes sortes. Et on se rend compte que ça nuit à leur développement et que ça nuit aussi à leur santé. On voit aussi une forte corrélation de la diminution du jeu avec l'augmentation des cas d'anxiété et de dépression chez les enfants, de la diminution aussi de la créativité, de l'augmentation des taux de suicide chez les jeunes, de la diminution aussi de l'empathie. C'est certain que c'est difficile d'établir une relation de cause à effet parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, mais on sait vraiment que la diminution du jeu, ça a vraiment une forte corrélation avec tous ces facteurs-là. Prenons un petit moment maintenant pour se rappeler quand nous, on était jeunes, comment ça se passait, à quoi on jouait. Essayez de vous souvenir des jeux que vous préfériez faire. Où les faisiez-vous? Avec qui? Combien de temps vous aviez pour jouer? Moi, je me rappelle en tout cas avoir passé vraiment beaucoup de temps à jouer dehors avec mes cousins et mes cousines. Il y avait une forêt à proximité, la nature. On allait passer des heures à jouer ensemble à toutes sortes de jeux qu'on s'inventait. Puis nos parents, ils n'étaient pas là. Ils étaient fous, ils nous laissaient jouer comme ça dans la forêt sans même savoir qu'est-ce qu'on faisait et où on était précisément. Là, loin de moi, l'idée aussi d'idéaliser l'époque de notre enfance. C'est sûr que tout n'était pas parfait non plus. Mais l'idée ici, c'est de s'inspirer de ce que nous, on a vécu de positif quand on était petits pour pouvoir aussi en faire profiter à nos enfants. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut agir puis permettre davantage le jeu libre et le jeu initié par l'enfant? Premièrement, ce qu'on peut faire, c'est de réfléchir sur nos priorités. Qu'est-ce qu'on souhaite vraiment pour nos enfants en tant que parents, en tant que société? Et une fois qu'on a une vision claire de ce qu'on souhaite, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je vous propose déjà
3 règles qui pourraient être changées pour favoriser davantage le jeu actif, le jeu initié par l'enfant. Et ces 3 règles-là, ce sont des normes sociales qui sont grandement répandues dans notre société d'aujourd'hui. La première règle sociale et norme sociale à laquelle on va s'intéresser ensemble ce soir, c'est le culte de la performance. Ensuite, on va s'intéresser ensemble à un phénomène relativement important dans notre société où on suppose, nous, comme adultes, qu'on doit enseigner à l'enfant et que l'enfant apprend mieux quand nous, on lui montre les choses. Finalement, on va s'attarder à la surprotection des enfants. Donc, le fameux culte de la performance. Le jeu libre, dans la société d'aujourd'hui, est vraiment très mal perçu. On perçoit le jeu libre comme étant frivole puis comme étant une perte de temps. Quand nos enfants participent à des activités, quand ils vont à l'école, les attentes sont vraiment très élevées. Salut Coco! On a des attentes élevées et la société aussi met beaucoup d'importance sur la performance que nos enfants vont avoir dans ces activités sportives-là et à l'école. Et ça, en tant que parents, ça nous met vraiment beaucoup de pression. On ressent beaucoup de pression, puis on a peur de rater des occasions, de permettre à notre enfant de vraiment bien se développer et de pouvoir devenir performant. Ça nous amène aussi parfois à comparer nos enfants entre eux. Moi, ma fille, elle connaît toutes les lettres de l'alphabet. Moi, mon garçon, il sait compter jusqu'à 100. Regarde le beau dessin que William vient de me faire. Hi! Moi, mon enfant ne dessine pas bien comme ça. Peut-être que je devrais l'inscrire à des cours de dessin. Et là, on se rajoute comme ça de la pression, puis on remplit l'agenda qui est déjà surchargé de notre enfant de toutes sortes d'activités. Pourtant, le jeu est vraiment très important pour l'enfant. Il est tellement important que dans l'article 31 de la Convention des droits de l'enfant de l'ONU, le jeu est reconnu comme étant essentiel à l'enfant. Et le jeu, c'est pas un luxe pour l'enfant, c'est un droit et tous les enfants devraient avoir le droit de jouer et de participer à des activités de loisirs qui correspondent à son âge. C'est donc dire que quand on planifie l'horaire familial, c'est important d'essayer de trouver un équilibre entre les activités organisées et planifiées et le temps de jeu aussi qu'on accorde à l'enfant. En plus, j'ajouterais que c'est difficile de prévoir d'avance si plus tard notre enfant, pour devenir un adulte épanoui, va avoir besoin d'être un expert du français, un pro des mathématiques ou un champion des sciences. Par exemple, chose certaine, il va devoir être autonome, empathique, avoir de la confiance en lui. Ça, c'est des habiletés et des aptitudes qu'il va développer dans son jeu. C'est pour ça aussi que le jeu est si important pour l'enfant. Regardons maintenant la croyance selon laquelle les enfants apprennent mieux des adultes. On vit dans une société qui voit le développement de l'enfant de façon très scolarisée. Je l'ai eu. Très scolarisée. Donc, on a l'impression, en tant qu'adulte, que comme on sait tout et qu'on connaît tout, c'est nous qui devons apprendre à l'enfant tout ce qu'on sait, tout ce qu'on connaît. Pourtant, l'enfant apprend vraiment mieux quand il peut explorer puis quand il peut expérimenter. Tranquillement, pas vite, dans le fond, il apprend à comprendre et à connaître le monde qui l'entoure. Et ça, c'est vraiment très important. Si on regarde d'un point de vue neurologique, quand l'enfant naît à la naissance, son système nerveux n'a pas encore fini de se développer. Les neurones sont là, mais ils ont besoin de se connecter entre eux pour pouvoir bien fonctionner. Ces connexions-là, ils vont se construire dans le jeu. Quand l'enfant va jouer, ses 5 sens vont être stimulés. C'est ce qui va permettre vraiment au système nerveux de bien se développer et qui va permettre au cerveau de bien fonctionner. Il y a des parties du cerveau qui sont vraiment importantes dans le raisonnement. Aussi pour la résolution de problèmes, la planification, la pensée abstraite, le contrôle de l'impulsivité. Et ces régions-là, dans le cerveau de l'enfant, elles ne sont pas encore développées. Et il y a des régions du cerveau qui ne sont pas connectées entre elles quand on est tout petit. Et ça, ces limites-là prédisposent l'enfant à apprendre mieux par le jeu. Parce que si je ne suis pas capable de contrôler mon impulsivité, si je ne suis pas capable de penser abstraite, c'est très difficile pour moi d'apprendre dans un contexte qui est beaucoup plus structuré et qui est beaucoup plus encadré. J'ai besoin de liberté pour pouvoir
pouvoir apprendre. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a pas à enseigner les choses à l'enfant. Que l'enfant, il a tous les outils nécessaires déjà pour pouvoir apprendre à connaître le monde qui l'entoure. Il faut juste le laisser explorer et expérimenter. Attaquons-nous maintenant à une autre règle sociale très largement répandue, la surprotection des enfants. Donc, on vit dans une société qui protège énormément ses enfants. Il y a plein de règles qui sont mises en place pour être sûr qu'ils se fassent pas mal, pour être sûr qu'ils soient toujours en sécurité. Il y a une différence entre protéger et surprotéger. Donc, protéger, c'est s'assurer que nos enfants évoluent dans un environnement qui est sécuritaire pour eux. Et les surprotéger, c'est les empêcher de vivre des expériences diversifiées parce que nous, on a peur. C'est nos peurs à nous, comme adultes, qui freinent les expérimentations de l'enfant. Évidemment, protéger les enfants, ça relève de notre responsabilité. Mais ça relève aussi de notre responsabilité de leur permettre justement d'expérimenter, de prendre certains risques dans le jeu. La prise de risque dans le jeu, elle est essentielle au développement de l'enfant. La prise de risque, ça va leur apporter beaucoup de plaisir et des défis. Grâce au plaisir, l'enfant va aimer jouer, il va continuer à jouer. Grâce au défi, l'enfant va développer son autonomie, il va développer son jugement, il va développer sa confiance en lui, ses habiletés. En plus, une sécurité bien dosée va aussi permettre à l'enfant d'apprivoiser sa peur. Comme ça, quand il va faire face à des situations de danger, il va être capable de garder son sang-froid et de bien réagir. Il y a une grande dualité, parce que d'un côté, on veut protéger nos enfants de tous les risques, mais de l'autre, on leur demande d'être performants et de savoir s'organiser. Fait que c'est impossible. On ne peut pas demander à la fois aux enfants, on ne peut pas à la fois encadrer nos enfants puis leur demander d'être autonomes. Ça va à l'encontre un de l'autre. Ce qu'il faut faire, dans le fond, c'est essayer de trouver le juste milieu. Le juste milieu entre assurer la sécurité et permettre à l'enfant aussi de relever des défis et de prendre des risques pour favoriser son développement. Maintenant, concrètement, comment ça peut se traduire? Je vous l'avais dit, c'est important pour moi de partager avec vous des façons concrètes de faire, des choses qui fonctionnent, qui ont été essayées déjà par d'autres personnes que vous, puis qui ont donné des bons résultats, puis qui ont apporté des impacts positifs. J'ai regroupé mes pistes de solutions en 3 grandes catégories. Donc, la première, encourager les initiatives de l'enfant. Deuxièmement, offrir des environnements qui sont stimulants en termes de temps, en termes d'espace, en termes de matériel. Et finalement, miser sur une sécurité bien dosée. Donc, pour chacune de ces grandes catégories-là, je vais vous donner des exemples concrets, puis on va pouvoir prendre le temps d'en discuter. Ah, vous voyez cette image-là, hein? Un enfant en botte de pluie qui s'amuse dans un trou d'eau. Quelle est notre première réaction? Attention, tu vas te salir, non, va pas là. On est un petit peu réticents. Moi, ce que je vous suggère, c'est de changer votre façon de voir les choses. Pourquoi, au contraire, on se dirait pas « Wow, ça a l'air le fun ». Puis pourquoi on ne se questionnerait pas et qu'on ne se demanderait pas « Mais qu'est-ce que ça apporte à l'enfant, cette activité-là? Est-ce que c'est si grave que ça, c'est sali? » Peut-être que ça ne l'est pas. Si on s'en va à un mariage, c'est évident, c'est un petit peu plus dérangeant. Ça m'amène à dire qu'effectivement, l'idée, c'est pas de tout permettre n'importe quand non plus. C'est correct aussi parfois de dire non. Parce que si, par exemple, on s'en va à un mariage, comme madame l'a si bien dit, c'est peut-être pas le moment de sauter dans les trous d'eau. Mais peut-être que ça serait intéressant de trouver des moments, par exemple, où notre enfant va pouvoir le faire, puis on va le permettre. Notre rôle, dans le fond, en tant que parent puis en tant qu'intervenant, c'est d'essayer de trouver des façons où on n'aura pas à interdire. Bien, en fait, au lieu d'interdire, on va trouver des façons de permettre pour répondre aux besoins et aux intérêts de l'enfant. Je vous donne 2 exemples concrets. Le premier, c'est un exemple qui me vient d'une maman qui était venue me voir pour me raconter que son petit garçon, il grimpait partout. Fait que là, j'imagine qu'il y en a sûrement là, entre vous que vous vivez ça aussi à la maison. Là. Un enfant qui grimpe sur la table, sur les chaises, sur le comptoir dans la cuisine. Et là, elle ne savait plus quoi faire. Elle était tannée de toujours chicaner son garçon puis d'intervenir en lui disant non. Là, je lui ai proposé de trouver d'autres façons de permettre à son enfant de grimper, des façons qu'elle a trouvées qui seraient acceptables. Et là, elle est retournée chez elle, puis elle a essayé ça avec son garçon.
Elle lui a permis de grimper sur le sofa, grimper sur son lit. Elle a rajouté des coussins pour que ça soit plus haut et que ça soit un défi plus intéressant. Elle a aussi multiplié les occasions d'aller jouer à l'extérieur avec son enfant. Elle l'a emmené au parc, grimper dans le module de jeu. Ils sont allés au bout de la rue grimper sur la grosse butte de neige. Ils sont allés jouer dans la forêt pour qu'ils puissent grimper dans un arbre. Et quand je l'ai revue plus tard, qu'est-ce qu'elle m'a dit? C'est qu'elle avait pu intervenir. Son enfant, il grimpait plus sur les comptoirs, il grimpait plus sur la table. Pourquoi? Parce qu'elle avait répondu à son besoin. Son besoin avait été comblé. Donc, c'est une façon justement de trouver, cette façon-là de trouver des solutions pour mieux répondre aux besoins. Bien, tout le monde est gagnant. Les parents sont gagnants, les enfants sont gagnants aussi. Et ça peut s'appliquer aussi dans votre milieu de travail si vous travaillez avec des enfants. Par exemple, il y a des éducatrices qui ont décidé de permettre dans leur service de garde les jeux de chamaille. Pourquoi ils ont décidé de le permettre? Parce que les enfants, ils chamaillaient tout le temps de toute façon, qu'elles étaient tannées de toujours intervenir négativement. Et comme elles n'étaient pas là non plus pour superviser les jeux, bien, ça dégénérait parce qu'elles n'étaient pas là proches pour intervenir si jamais il y a quelque chose qui se passait. Donc, elles ont choisi un endroit dans le service de garde pour permettre aux enfants d'aller jouer à des jeux de chamaille. Et il y a des règles qui ont été clairement établies pour que les jeux se déroulent bien. Les éducatrices ont aussi appris à faire la différence entre un jeu de chamaille et une véritable bagarre. Comme ça, quand elles sont juste à côté des enfants qui s'amusent pour superviser, si jamais le jeu dégénère un petit peu, bien, elles peuvent intervenir tout de suite. Et ça évite les blessures, les pleurs. Ça fait en sorte que ce moment-là est beaucoup plus agréable pour tout le monde. L'autre des pistes de solution, c'est d'offrir des environnements stimulants. Les municipalités ont un rôle important à jouer pour offrir des environnements stimulants. C'est les municipalités qui peuvent offrir à leurs citoyens des espaces qui vont permettre aux familles d'aller s'amuser, d'aller jouer en toute sécurité. On pense par exemple au parc, on pense aux espaces sportifs, on pense aussi aux pistes cyclables, aux trottoirs qui vont permettre aux familles de se déplacer de façon active en toute sécurité. Il y a des changements, des modifications aussi qui peuvent être apportées aux lois et aux règlements des municipalités pour favoriser le jeu libre initié par l'enfant. Donc, par exemple, la municipalité de Sainte-Julie a un projet qui permet la création de rues conviviales. Dans ces rues conviviales-là, il y a des bacs de fleurs qui ont été installés au milieu de la rue pour ralentir la circulation et les enfants ont le droit de jouer dans la rue. Il y a aussi des pancartes qui ont été mises, des signalisations pour assurer la sécurité et pour diminuer la vitesse des voitures là, dans ce secteur-là. Les municipalités peuvent aussi offrir du matériel. Dans la MRC Thérèse de Blainville, la municipalité a décidé d'implanter des bacs de matériel dans les parcs. Ça veut dire que quand les familles vont au parc, ils ont accès à du matériel comme des ballons variés, des balles, des bâtons, des raquettes, des cordes à danser, des frisbees, ce qui permet là, de multiplier les possibilités de jeu quand on est au parc avec nos enfants. Évidemment, c'est aussi la responsabilité des parents et des intervenants d'offrir des environnements qui sont stimulants. Par exemple, en offrant du temps pour pouvoir jouer librement. Les familles, une stratégie gagnante, à toutes les fins de semaine, on se réserve du temps pour aller à l'extérieur, tout le monde ensemble. Si vous décidez que vous en faites une priorité, puis qu'à toutes les fins de semaine, vous allez passer un petit moment à l'extérieur, vous allez voir rapidement que toute la famille va se sentir beaucoup plus détendue. Ça va vous permettre aussi de renforcer vos liens avec vos enfants. Et vraiment, c'est une expérience qui est très positive. En termes de matériel, jouer activement, jouer librement, ça prend du matériel. Puis souvent, on pense que ça va devoir nous coûter bien cher de s'équiper pour pouvoir jouer librement, mais non, au contraire. On n'a pas besoin de se casser la tête et d'aller chercher des choses qui sont compliquées. Moi, je vous invite à aller visiter le magasin à 1 $ de votre coin, d'aller à l'éco-centre. Moi, j'ai visite régulièrement pour me procurer du matériel et ça me permet d'avoir une belle variété de matériel pour offrir à mes enfants. On ne veut pas s'acheter du matériel, on joue à l'intérieur une journée qui ne fait pas beau. Vous avez plein de choses dans la maison que vous pouvez utiliser. On peut faire des batailles de boules de neige avec des boules de papier, avec des bas roulés en boule.
Quand la bataille de boule de neige est finie, on sort une poubelle vide, on sort un panier, puis notre enfant continue à s'amuser en lançant sur une cible. On sort des couvertes, des draps, des oreillers, ça va devenir des cabanes, des montagnes, des bateaux. Nos enfants ils ont beaucoup d'imagination, ils vont avoir des heures de plaisir. Si on rajoute des déguisements en plus, ils sont bons pour la journée. On gonfle des ballons d'anniversaire, ça coûte rien. Dans la maison, ça fonctionne super bien, on va pouvoir jouer au volleyball, même les journées qui ne fait pas beau. On rajoute des bâtons, des raquettes, on a encore plus de jeux qu'on peut faire. Puis là, si vous n'aimez pas ça, l'idée des bâtons et des raquettes dans la maison, parce que vous vous dites, ils vont tout briser puis ils vont se frapper dessus, on peut essayer aussi avec des nœuds de piscine. Les nœuds de piscine, c'est mou, ça fait moins mal à recevoir en arrière de la tête, puis ça brise moins nos beaux bibelots. C'est notre rôle aussi d'offrir un espace pour que nos enfants puissent jouer. Et on parle aussi d'une variété d'espaces, de ne pas toujours jouer à la même place. Ça, les écoles et les services de garde le comprennent de plus en plus. C'est pour ça qu'on va voir de plus en plus nos enfants qui vont au service de garde, qui vont aller jouer à l'extérieur de la cour. Ils vont aller jouer dans le boisé qui est proche du service de garde. Ils vont aller jouer dans la cour d'école. Ils vont aller jouer au parc. Ils vont profiter de tous ces espaces-là qui sont à proximité. Les parents voient la maison, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez partir et aller explorer votre quartier avec votre enfant. Vous allez sûrement trouver des endroits intéressants pour aller jouer avec eux. Finalement, vous avez aussi un rôle important de modèle. Parce que oui, on est un modèle pour nos enfants. Ils nous regardent, puis ils nous trouvent donc beaux, puis donc bons, puis ils veulent faire comme nous. Fait que c'est sûr que si nous, on va jouer dehors avec eux, puis qu'on est enthousiaste, puis qu'on a du plaisir, ça leur donne le goût aux autres aussi. D'ailleurs, il y a une enseignante de maternelle qui me racontait qu'elle accueille ses élèves à tous les matins à l'extérieur. Et ils ont une période de jeu avant d'entrer en classe à tous les jours. Elle, ça lui a permis de renforcer ses liens avec les élèves. Et quand ils entrent ensuite en classe, bien, les élèves sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus concentrés. Il y a de plus en plus d'enseignants qui font ça avec leurs élèves, qui remarquent vraiment que ça a un impact important sur l'ambiance dans la classe et qui voient même parfois les résultats scolaires qui vont augmenter. C'est donc dire que d'aller jouer dehors, ça a vraiment un impact important aussi sur la réussite éducative. Finalement, le nerf de la guerre, ou presque, miser sur une sécurité bien dosée. En fait, on disait tantôt qu'il fallait trouver l'équilibre entre assurer la sécurité et favoriser aussi la prise de risque et les défis pour que l'enfant puisse se développer. Pour ça, il faut se questionner. Parce que bien souvent, si notre enfant commence à faire quelque chose qu'on ne l'a jamais vu faire, notre première réaction, ça va être de crier « Attention ». Là, on ne se sent pas bien, puis on n'aime pas ça, puis on voudrait qu'il arrête ce qu'il est en train de faire. Alors, prenons une petite pause pour nous questionner. Est-ce qu'il est vraiment en danger, là, ou c'est moi qui ai peur du risque qu'il est en train de prendre? Et on peut se poser aussi comme question, est-ce que je pense qu'il est suffisamment habile pour faire ça, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Puis lui, mon enfant, est-ce qu'il a l'air d'être en confiance? Est-ce qu'il se sent capable de faire ça? Parce qu'on peut faire confiance aussi à comment notre enfant se sent. Il faut aussi se parler et se rassurer. N'oubliez pas que le risque zéro, ça n'existe pas. Fait que même si on essaie de rendre notre environnement le plus sécuritaire possible, même si on a pensé à tout, ça va arriver des blessures. On ne peut pas tout prévenir. Quand on était petit, on s'est tout fait mal. On a guéri bien vite, puis on est retourné jouer avec beaucoup de plaisir encore. Les pédiatres, en fait, ils voient de moins en moins de fractures. Ils voient de moins en moins de fractures parce que nos aires de jeu pour les enfants sont de plus en plus sécuritaires. Mais par contre, les pédiatres, ils voient de plus en plus des maladies graves apparaître chez les enfants. Pourquoi? Parce que nos enfants, ils sont de plus en plus sédentaires. Ils ne sont pas actifs physiquement, ils n'acquièrent pas des saines habitudes de vie. Donc, il est important d'aller jouer à l'extérieur. Puis on se rend compte de plus en plus que d'aller jouer à l'extérieur, c'est pas plus dangereux que de jouer à l'intérieur. Il y a des parents qui nous disent qu'ils sont craintifs de laisser leur enfant aller jouer au parc tout seul. D'un coup, ils se feraient enlever. Là, je vous rassure, là, on a passé à travers là, les rapports là, et tout ce qu'on a comme information. Là, les enfants, là, le risque qu'ils se fassent enlever par un inconnu là, sont presque inexistants. Fait que vous pouvez vous rassurer de ce côté-là, là, le danger il n'est pas très grand. On sent que nos enfants sont plus en sécurité quand ils sont à l'intérieur.
vous savez que quand ils sont devant leur écran, ils ne sont pas nécessairement 100% en sécurité non plus. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a de la cyber-intimidation. Sur les réseaux sociaux, il y a de la cyber-prédation. Quand ils regardent des capsules vidéo sur YouTube, avez-vous déjà fait le test de voir combien de capsules vidéo ça prenait avant que j'arrive sur un contenu qui est pas approprié à mon âge? Ça peut aller vite. Ça peut aller vite où ils vont être devant du contenu à caractère violent, à caractère sexuel, avec du langage vulgaire qui est vraiment pas approprié pour leur âge. Fait que c'est faux de penser qu'ils sont plus en sécurité quand ils sont devant les écrans. Pour vous rassurer, là, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de commencer jeune à aller au parc avec votre enfant. Parce que si vous connaissez bien les autres enfants du quartier, si vous avez vu votre enfant jouer au parc, vous avez vu qu'il connaissait bien cet environnement-là, qu'il était habile, qu'il jouait avec prudence, si vous avez appris à connaître les autres parents du parc, bien, quand il va être prêt, votre enfant, pour y aller tout seul, vous allez être bien moins inquiet parce que vous allez le connaître, cet environnement-là, vous allez être rassuré. Les établissements qui accueillent les enfants, écoles, services de garde, organismes communautaires, familles, entre autres, peuvent aussi miser sur une sécurité bien dosée. Il y en a plusieurs qui le font en révisant les règlements dans la cour à l'extérieur. Donc, il y a de plus en plus de services de garde qui vont permettre aux enfants, par exemple, de grimper par la glissoire, qui vont permettre aux enfants de se balancer debout sur les balançoires, qui vont leur permettre de grimper sur des roches, de sauter en bas des roches. Puis même si au départ, il y avait beaucoup de craintes par rapport à ces changements-là dans les réglementations, ce qu'ils se rendent compte après, c'est qu'il n'y a pas plus d'accidents qu'il y en avait avant. Le nombre d'accidents n'a pas augmenté. Et même, elles observent que, comme les habiletés des enfants s'améliorent, et comme aussi ils deviennent meilleurs à juger des risques, bien, ils jouent de façon plus prudente et ils sont moins maladroits aussi. Donc, ils ont tendance à tomber moins souvent. Donc, en conclusion, les enfants devraient avoir suffisamment de temps pour jouer et pour ainsi en retirer tous les bénéfices. Fait que les bénéfices du jeu, c'est de favoriser la santé, de favoriser le développement de l'enfant. Jouer dehors, c'est encore mieux. Pourquoi jouer dehors, c'est encore mieux? Puis pourquoi on devrait aller jouer dehors à tous les jours avec les enfants? Parce que quand les enfants jouent à l'extérieur, ils dépensent davantage d'énergie. On sait aussi que les enfants qui jouent davantage à l'extérieur développent plus leurs habiletés sociales, leurs habiletés cognitives, leurs habiletés langagières et motrices. On sait que jouer dehors, ça va aider à prévenir la myopie. On sait aussi maintenant avec certitude que les enfants qui jouent davantage à l'extérieur, puis principalement en contact avec la nature, dans la forêt, ça va leur permettre de réduire les symptômes du trouble déficitaire de l'attention. Et ça, c'est une excellente nouvelle, parce que peut-être que bientôt, on va pouvoir réduire la médication de ces enfants-là et à la place, ils vont aller jouer à l'extérieur. Et finalement aussi, jouer dehors, ça permet une meilleure gestion du stress. On a des vies stressantes, fait que c'est bon d'aller dehors. C'est bon pour nous, c'est bon pour nos enfants aussi. Comme parents, laissez votre enfant plus libre, jouer plus librement. Qu'est-ce que ça va vous permettre? Ça va vous permettre de voir votre enfant devenir plus autonome. De constater aussi que votre enfant il évacue son stress et qu'il canalise son énergie. Ça va vous permettre d'avoir plus de temps pour observer votre enfant et pour interagir aussi avec lui. Ça va vous permettre, et ça, je pense que ça va être quelque chose que va vous faire du bien, d'avoir un horaire qui est plus flexible. Parce qu'à partir du moment où on se dit qu'on veut plus de temps de jeu libre, bien peut-être qu'on libère un petit peu notre agenda, puis notre agenda est un petit peu moins chargé. Là, ça nous enlève du stress et de la pression. Et ça vous permet aussi, en tant que parent, d'intervenir aussi moins souvent de façon négative auprès de votre enfant. À votre enfant, qu'est-ce que ça va lui permettre de jouer davantage librement? Ça va lui permettre de prendre des décisions, de prendre des initiatives, puis d'aller à son rythme à lui. Parce que chaque enfant a son propre rythme. Ça va lui permettre d'être libre de ses mouvements, puis de bouger aussi à différentes intensités. Ça va lui permettre d'explorer son environnement, de faire des découvertes. Ça va lui permettre de relever des défis qui sont à sa portée et de vivre des réussites. Vivre des réussites, c'est ce qui va lui permettre de construire sa confiance en lui.
Ça va lui permettre aussi d'identifier ses préférences et ses goûts, d'apprendre à bien se connaître. Ça va lui permettre d'avoir le contrôle sur sa vie, de résoudre des problèmes, d'avoir beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, de socialiser avec ses pairs. Donc, c'est dans le jeu que l'enfant va socialiser avec les autres enfants. Ça va lui permettre de développer sa créativité, son imagination, de grandir en santé et bien plus encore. Je vous remercie vraiment beaucoup. Là, je tiens à dire que la semaine de relâche s'en vient. Hein? Fait que là, il y en a peut-être parmi vous des chanceux qui vont être en vacances. Fait que profitez-en pour relâcher la pression. Profitez-en pour justement prendre du temps avec votre enfant, pour jouer librement, pour se déstresser et reposez-vous bien. Et pour ceux qui ne sont pas en vacances, c'est pas grave. On peut aussi profiter de cette semaine-là pour prendre ça un petit peu plus relax, puis pour revoir nos priorités, puis se dire que peut-être qu'on peut passer du temps un petit peu plus calme, se décharger d'un petit peu d'activités qu'on s'était planifiées, puis de se garder du temps libre pour improviser, tout simplement. Je vous souhaite une belle fin de soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci.